Dès le 15 septembre, découvrez au château de Fontainebleau l'exposition Un palais pour l'empereur, Napoléon Ier à Fontainebleau. Napoléon fit renaître et marqua de son sceau ce palais qu'il définissait comme la vraie demeure des rois, la maison des siècles. L'exposition Un palais pour l'empereur, Napoléon Ier à Fontainebleau, du 15 septembre au 3 janvier au château de Fontainebleau, avec Europe 1. Bonjour, c'est Jean Descartes, bienvenue au cœur de l'histoire. En cette année 2021, la France commémore le bicentenaire de la mort de Napoléon. Au-delà de ses réussites, de ses conquêtes et de ses défaites, l'empereur a transformé la France et laissé une forte empreinte dans notre mémoire. Le palais de Fontainebleau, que Napoléon qualifiait de vraie demeure des rois, expose les trésors de son musée Napoléon Ier. Armes d'apparat, peintures d'histoire, objets somptueux ou familiers, vêtements iconiques. Au cours de cette série de 8 épisodes, vous allez découvrir ces objets fabuleux qui permettent de mieux connaître et comprendre le mythe napoléonien. Dans cet épisode, je vous raconte pourquoi Napoléon était si attaché au globe terrestre qu'il avait lui-même commandé. Parmi les régalias, ces symboles de pouvoir que le souverain reçoit lors de son sacre, il y a évidemment la couronne, mais aussi le sceptre, la main de justice et enfin le globe, appelé parfois orbe. Lors de son sacre le 2 décembre 1804, Napoléon avait un magnifique globe surmonté d'une croix. Dans le grand portrait en pied de Napoléon Ier en costume de sacre, peint par Gérard, on le voit à gauche du tableau, posé sur un guéridon. Le globe est devenu un symbole de souveraineté pour les empereurs romains à partir de Caracalla, arrivé au pouvoir impérial en l'an 211 de l'ère chrétienne. Mais l'idée est encore plus ancienne. Elle vient des Grecs qui, en contemplant le ciel, admettaient que l'univers était sphérique. Évidemment, ce n'était pas une représentation de la Terre que l'on a très longtemps considérée comme plate. Pour les anciens, l'empereur régnait donc sur la totalité de l'univers. Pour imaginer le globe terrestre, il a fallu attendre beaucoup plus tard. On a commencé par admettre que la Terre était sphérique, qu'elle n'était pas au centre de l'univers puisqu'elle tournait sur elle-même et autour du Soleil, ce qu'ont prouvé Copernic au XVIe siècle et Galilée au début du XVIIe siècle, avec les difficultés que l'on connaît pour imposer leur vue. Quand Christophe Colomb est parti pour les Indes en direction de l'ouest à partir de l'Espagne, il savait déjà que la Terre était ronde. Il était persuadé que par cette direction, il arriverait aux Indes. En réalité, il arrivera aux Antilles que les Britanniques continuent d'appeler West Indies. Le voyage de Christophe Colomb se situe exactement la même année, 1492, que celle de la création du premier globe terrestre à Nuremberg, en Allemagne. Celui-ci ne comprend ni l'Amérique ni l'Australie. Au fur et à mesure des grandes découvertes, ces mapmondes verront surgir de nouvelles terres, de nouveaux continents. Les universités d'Europe centrale en possèdent beaucoup. Il suffit d'aller à Prague pour en découvrir d'admirables. Le Clémentinum des Jésuites en a plusieurs dans la magnifique bibliothèque baroque. De même, toujours à Prague, au couvent de Strahov. À Venise, le palais des Doges en contient aussi de superbes. D'ailleurs, au XVIIe siècle, la République des Doges avait offert à Louis XIV 2 globes magnifiques pour le féliciter de la paix retrouvée avec la Hollande grâce au traité de Nimègue en 1678. Ces globes gigantesques, l'un terrestre, l'autre céleste, ont été confectionnés par le moine et cartographe Coronelli. L'un de ces globes montre la position des étoiles la nuit du 5 septembre 1638, date de la naissance du roi. Ils ont 4 mètres de diamètre et pèsent chacun 1 tonne. Aujourd'hui, ils sont présentés dans le hall ouest de la bibliothèque François Mitterrand. En 1803, le premier consul demande à Edmé Mantel, membre de l'Institut national des sciences et des arts, de lui confectionner un globe terrestre. Bonaparte a choisi un homme expérimenté.
En 1790, Mantel avait fabriqué pour le Dauphin, fils aîné de Louis XVI, un globe composite. Sur la face externe, c'est la représentation de la Terre et sur la face interne, la voûte céleste. À l'intérieur, une sphère imaginait les profondeurs de la mer. L'empereur recevra ce globe le 15 mars 1811 et il a fallu 8 ans à Mantel pour le réaliser. Moins grande que le globe de Coronelli, la mappemonde est haute de 1,37 m et large de 1,56 m. Elle est constituée de 2 demi-sphères en carton doublées de plaques métalliques pour les consolider. Elle a été dessinée à la main par l'ingénieur géographe Jean-Baptiste Poirson. La table d'horizon est en laiton gravé inséré dans un support plaqué d'acajou. Le piétement est en chêne plaqué lui aussi d'acajou pour l'harmonie de l'ensemble. L'équilibre du globe a été assuré par Auguste Merclin, mécanicien de la Banque de France, sans doute un spécialiste des coffres. Sur ce magnifique globe, l'empereur peut admirer l'étendue de ses conquêtes. Napoléon le fait installer dans la galerie de Diane au Palais des Tuileries, à quelques pas de son grand cabinet. Ce splendide objet matérialise la connaissance actualisée de la géographie terrestre. Pour tous les souverains, c'est un besoin constant. Déjà, sous le règne de Louis XV, l'astronome César-François Cassini, dit Cassini III, directeur de l'Observatoire de Paris, avait entrepris la mesure d'un méridien sur toute la longueur de la France avant de réaliser la carte de France, dite de Cassini, qui devait servir de modèle aux cartes d'état-major. À partir de ces mesures, on a pu établir les dimensions réelles de la Terre, son rayon, son aplatissement au pôle et déterminer la largeur de la Méditerranée d'Alexandrette sur la côte de l'Empire ottoman à Gibraltar. Depuis 1602, grâce à l'invention du sextant, les navigateurs pouvaient calculer la position exacte de leurs navires. La géographie s'appuyait désormais sur des calculs mathématiques. La réalisation d'une mappemonde est une œuvre scientifique. On raconte que dès l'enfance, Bonaparte étudiait les cartes avec un intérêt passionné, découvrant un champ infini d'exploration et de rêverie. Sur un de ses carnets de jeunesse, il avait griffonné ces 4 mots « Sainte-Hélène, petite île ». Pressentiment ou curiosité géographique pour un îlot situé au milieu de l'Atlantique Sud, à égale distance de l'Afrique et de l'Amérique du Sud ? Son intérêt pour les cartes et la géographie, Bonaparte a pu le cultiver dans des écoles de grande qualité. Il est né en Corse dans une famille pauvre en 1769. Il a un frère aîné, Joseph, il y aura encore 3 autres frères, Lucien, Louis et Jérôme, et 3 sœurs, Élisa, Pauline et Caroline. Le père, Charles Bonaparte, se plaint d'être réduit à l'indigence. Mais grâce au commandant militaire de l'île, M. de Marbeuf, il va être nommé député de la noblesse des États de Corse, puis député de l'Assemblée générale de la noblesse auprès de Louis XVI. Pour ses enfants, le patriarche rêve de la meilleure éducation possible. Il apprend qu'un décret royal du 16 mai 1776 crée 10 écoles pour préparer l'entrée de la grande école militaire de Paris. Elles accueillent les fils de la noblesse pauvre qui peuvent obtenir une bourse à condition de prouver leur noblesse au-delà de 200 ans. Charles Bonaparte ira en Toscane rechercher ses lettres de noblesse qui remontent au-delà de 1529, date de l'installation des Bonaparte en Corse. C'est donc grâce à Louis XVI que Joseph et Napoléon Bonaparte pourront recevoir une aide du Royaume de France pour faire des études sur le continent. Plus tard, leur sœur Élisa bénéficiera d'une aide équivalente. Elle entrera en 1784 à l'école des Demoiselles de Saint-Cyr, créée par Madame de Maintenon. Napoléon se retrouve donc élève à l'école royale militaire de Brienne en Champagne. Il y restera jusqu'en 1784 avant d'intégrer la grande école militaire de Paris. Brienne sera fondatrice. Lui qui s'exprimait en patois, ce qui lui valait des moqueries, apprend un bon français. Ses études le passionnent et il travaille énormément. Il y apprend notamment la géographie et les mathématiques avec le père Patro.
La lecture des cartes fait partie des études quotidiennes, mais ce n'est pas pour lui déplaire. À peine sorti de l'école militaire de Paris, le tout jeune lieutenant d'artillerie est chargé en 1793 de convoyer des vivres destinés à l'armée républicaine qui assiège Toulon. Connaissant parfaitement le plan des fortifications de ce port, Bonaparte indique avec précision les endroits où poster les canons. La flotte anglo-espagnole évacue le port, Toulon tombe, c'est le premier grand succès stratégique de Bonaparte. Enfant accompli des Lumières, il considère que la conquête est indissociable de l'exploration. Lors de la campagne d'Égypte de 1799, il embarque avec ses troupes des savants de l'Institut national des sciences et des arts chargés de faire des relevés topographiques de l'Égypte et aussi de se pencher sur les vestiges de la civilisation des pharaons. Bonaparte est, il faut le rappeler, à l'origine de la passion française pour une discipline nouvelle, l'égyptologie. Qu'il s'agisse du premier consul ou de l'empereur, une idée dominera sa politique. En histoire, il y a une chose qui ne change pas, c'est la géographie. Bourrienne, son secrétaire, qui était à Brienne avec lui, le confirme dans ses mémoires. Les hommes auxquels l'empereur donna le plus d'occupation furent sans doute les géographes. Il dut leur falloir une grande rapidité de travail pour parvenir à tracer les cartes politiques de l'Europe avant que Napoléon n'y eût fait de nouveaux changements. Effectivement, Bonaparte puis Napoléon ont largement bousculé les frontières européennes. Mais ces conquêtes, il les fera cartes en main. Les cartes militaires de l'empereur ont été dressées par les ingénieurs géographes attachés au bureau topographique de l'armée, création originale du souverain et qui suivait les armées. Dès le 2 mars 1796, le général Bonaparte, commandant en chef des armées d'Italie, se plaint de ne pas avoir de cartes commodes et utiles du pays qu'il va conquérir. Il va alors s'attacher les services du capitaine Bacler d'Albe, qu'il avait connu au siège de Toulon. Celui-ci sera attaché à l'état-major général en qualité d'officier géographe dessinateur. Bacler d'Albe présente en 1798 sa grande carte d'Italie au Conseil des 500. S'il ne participe pas à la campagne d'Égypte, Napoléon ne l'oublie pas et en septembre 1804, après la proclamation de l'Empire, il le nomme chef du cabinet topographique. Jusqu'à 1814, Bacler d'Albe sera jour et nuit au service du monarque. Aux Tuileries, le cabinet topographique jouxtait la chambre de l'empereur qui pouvait avoir besoin de cartes à tout moment. En campagne, la tente de Bacler d'Albe était dressée à côté de celle de Napoléon. Il a participé à toutes les grandes batailles. En 1806, à Berlin, le topographe prélève dans le cabinet du roi de Prusse des manuscrits topographiques du plus haut intérêt. À Varsovie, il arrive à se procurer un grand atlas de la Russie qu'il fait calquer puis reproduire. En 1809, accompagnant l'empereur en Espagne et en Allemagne, il prépare les cartes nécessaires en même temps. Comme beaucoup de cartes avaient été perdues lors de la retraite de Russie en 1812, Bacler d'Albe avait dû refaire et reconstituer toute la collection des cartes, celles de l'Espagne, du nord de l'Allemagne et de la Russie. Il était un atout essentiel pour Napoléon. Mais il n'y avait pas que les guerres. Napoléon a aussi envoyé des missions topographiques en Perse puis en Algérie. Elles sont dirigées par le chef de bataillon Boutin. Le même Boutin sera envoyé en mission en Haute-Égypte en 1811. Il finira assassiné en Syrie en 1815. Napoléon a remodelé l'Europe. Il en a changé la carte. Aurait-il pu le faire sans son cabinet topographique ? Devant son magnifique globe terrestre installé aux Tuileries, il lui arrive de rêver qu'il va jusqu'en Inde comme un nouvel Alexandre le Grand. J'ai longtemps rêvé une expédition sur l'Inde. J'envoyais 16 000 soldats sur des vaisseaux de ligne. Chaque vaisseau eût porté 74 canons, 500 hommes d'équipage et 500 hommes de débarquement. Ils avaient de l'eau pour 4 mois, on l'eût renouvelé à l'île de France ou dans tout autre endroit habité du désert de l'Afrique, du Brésil ou de la mer des Indes. On eût fait au besoin la conquête de cette eau partout où on eût voulu jeter l'ancre. Arrivé sur les lieux, le débarquement opéré, l'escadre fut revenue, chaque vaisseau armé au complet. Le rêve aurait pu se concrétiser. Entre avril et juin 1807,
Napoléon séjourne au château de Filkenstein au nord de l'actuelle Pologne avec sa maîtresse, la comtesse Marie Walewska. Il y reçoit l'ambassadeur de Perse et conclut une alliance avec le Shah le 4 mai 1807. Le traité de Filkenstein garantit à la Perse l'intégrité de son territoire et lui attribue la Géorgie, alors occupée par la Russie. La France promet de fournir des fusils et des officiers et de contraindre le tsar à renoncer à la Géorgie. Le traité, comme la conquête de l'Inde, restera un mirage. La réconciliation avec le tsar Alexandre Ier à Tilsit en juillet 1807 mettra fin à ce rêve. Outre ses ambitions indiennes, Napoléon a aussi nourri des fantasmes africains. Il aurait aimé, lorsqu'il était en Égypte, pousser l'exploration plus au sud. Toutes ces conquêtes potentielles, il pouvait y songer en faisant tourner son magnifique globe terrestre dans la galerie de Diane aux Tuileries. Après l'abdication de l'empereur, lors de la Restauration, le globe y est d'ailleurs resté. Plus tard, en 1861, à la demande de Napoléon III, il a été déplacé des Tuileries au château de Fontainebleau, où il se trouve toujours dans la galerie de Diane. Il est désormais l'un des trésors du musée Napoléon Ier de Fontainebleau. Sans ce déménagement, il aurait brûlé le 24 mai 1871 dans l'incendie des Tuileries allumé par la Commune. Napoléon n'avait pu emporter son magnifique globe à Sainte-Hélène, mais à Longwood, il y avait quand même une map-monde qu'il se plaisait à faire tourner. Lascaz le raconte dans le mémorial de Sainte-Hélène. Il parcourait la distribution irrégulière des terres et des mers. Il s'arrêtait sur le grand plateau qui, de l'Asie, passait à l'étendue de la mer Pacifique, au resserrement de l'Atlantique. Il me posait des questions sur les vents variables, les vents alizés, les moussons de l'Inde. Et trouvait sur la carte, au lieu même, des solutions physiques et spéculatives que la science donne en ce moment sur ces objets. À Sainte-Hélène, l'empereur avait le temps de rêver, un moment sans doute heureux dans son douloureux exil. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Pour poursuivre cette plongée dans la vie de Napoléon, rendez-vous au château de Fontainebleau à partir du 15 septembre pour l'exposition événement « Un palais pour l'empereur Napoléon Ier à Fontainebleau ». Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio. Il est écrit et présenté par Jean Descartes. Cet épisode a été réalisé par Laurent Sirgui. Ressources bibliographiques. Dictionnaire Napoléon sous la direction de Jean Tullard de l'Institut, édition Fayard, 1987. Élisa Bonaparte, sœur de Napoléon, par Florence Vidal, édition Pygmalion, 2004.